Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 88e épisode d'une semaine en comics, un épisode dans lequel, comme d'habitude, on va parler des principales sorties de la semaine. Alors une semaine comme la semaine dernière qui était relativement calme, avec à peine 10 nouveaux titres d'après mes comptes, mais avec quelques belles sorties quand même si il s'agit davantage de titres patrimoniaux que de choses récentes. Et d'ailleurs, on va prendre les choses dans l'ordre chronologique, et on va commencer par l'intégrale Khazar 1974-1976 chez Panini Comics. Alors c'est la troisième intégrale consacrée au personnage, et elle s'est un petit peu fait attendre celle-ci, puisque le volume précédent, lui, il était sorti en août 2021. Alors ceci dit, c'est quand même moins pire qu'aux États-Unis, où il s'est passé presque 5 ans entre la sortie des volumes 2 et 3 des Marvel Masterworks. Les Marvel Masterworks Khazar, c'est l'édition que reprennent à l'identique ces intégrales. Et alors je précise que l'attente pour le tome suivant, elle pourrait être moins longue, je reste au conditionnel, mais en tout cas, le volume 4 des Marvel Masterworks, il est sorti aux États-Unis il y a quelques mois, et donc Panini, en théorie, dispose du matériel nécessaire pour éditer la suite. Alors, cette intégrale, j'ai eu le temps d'en lire grosso modo que la moitié, mais c'était une bonne moitié. C'était surtout la moitié dessinée par John Buscema. Alors, un petit mot tout d'abord sur le sommaire. On a les numéros 6 à 9 de la série Khazar de 1974. Et puis on a les histoires qui mettaient en scène Khazar dans les numéros 5 à 11 du magazine Savage Tales. Alors, ça veut dire... quand même, autant prévenir tout de suite pour ceux que la chose pourrait rebuter, c'est que la majorité de cette intégrale, elle est en noir et blanc. Alors, on a en fait, à vue de nez, on a un peu moins de 100 pages en couleur, et puis, les 250 et quelques pages qui suivent, c'est du noir et blanc. Alors, perso, moi ça me va très bien, mais je préfère quand même prévenir. Au dessin sur la première moitié, comme je le disais, c'est du John Buscema, et c'est en plus du bon John Buscema. Buscema, on le sentait toujours davantage inspiré sur des récits comme ceux-là, ou sur ses Conan par exemple, que sur des histoires de super-héros classiques. Et il est accompagné à l'ancrage le plus souvent par des artistes philippins. On a Alfredo Alcala, Sonny Trinidad et Tony DeZuniga. Et le seul encreur américain sur ces épisodes, c'est Bob McLeod sur Khazar numéro 7. Et graphiquement, c'est le moins bon épisode. Bob McLeod, il avait de très chouettes choses par ailleurs. Mais là, à l'époque, c'est encore un débutant. C'est un de ses tout premiers travaux pour Marvel. Et vraiment, c'est pas bon. Son ancrage est beaucoup trop épais. Ça écrase le dessin de Buscema. Ça efface toutes les textures que le dessin essaie d'apporter au décor et au corps aussi. Et vraiment, je trouve que... le résultat est quand même assez calamiteux. Et à l'inverse, les autres encreurs, eux, ils utilisent des traits très fins, mais qui rendent du coup merveilleusement bien le dynamisme des dessins de Buscema, et puis tout simplement la richesse de ses planches. Alors on a aussi un épisode où John Buscema s'ancre lui-même. C'est le premier récit extrait de Savage Tales, alors qu'il y a un récit qui m'avait pas mal marqué quand je l'ai lu étant tout gamin. Est-ce que c'est à cause de cette femme aux trois quarts nus qui va envoûter Khazar avant de révéler son véritable visage? Et ça se pourrait quand même.
Alors, les récits extraits de Savage Tales, c'est quelque chose que Lug avait publié dans les années 70 en 3 albums. Alors moi, j'ai le premier et le dernier, il me manque le numéro 2. Et encore, le numéro 1, mon exemplaire, il est quand même bien moche. Alors je suppose qu'en fait, il a dû être extrait d'une reliure. L'intérêt de cette édition, c'est que c'est son format en fait, qui est plus grand que cette intégrale et qui est grosso modo identique au format du magazine original. Et puis, au niveau de la reproduction, alors je vais pas dire que la version Lug me semble meilleure que celle de Panini. Disons que les noirs sont plus prononcés. Le résultat, c'est que il me semble qu'on y perd au niveau des nuances de gris. Et par contre, on gagne en précision au niveau du trait. Donc voilà, chaque édition a ses avantages et ses défauts. Et puis, côté scénario, c'est Jerry Conway sur la majeure partie des récits. Alors bon, c'est encore l'époque où Khazar, il est traité comme un ersatz de Tarzan. Il parle de lui à la 3e personne. Il rejette toute forme de civilisation. Côté caractérisation, on va dire que ça vole pas très haut, quoi. Côté intrigue, c'est des choses très classiques, mais alors dans la première partie en particulier, de manière un peu marrante, je trouve, Conway, il a l'air de s'être quand même pas mal inspiré de la Bible pour ses histoires, et l'épisode 8 de la série, c'est celui-ci, c'est bien le 8, oui, c'est ça. En fait, il nous refait carrément l'histoire de Lot et de Sodome et Gomorrhe, où il met en scène une cité dont les habitants se livrent en permanence à la débauche et à la violence. Et la comparaison, elle va jusque à la scène finale. Je vais spoiler un peu, mais bon, c'est pas dramatique non plus sur ça. C'est la scène finale où en fait la femme du personnage qui accompagne Khazar, elle se retourne au moment de la destruction de la cité et elle est transformée, alors pas en statue de sel comme dans la Bible, mais plutôt en cendre. Et puis, l'épisode suivant, c'est grosso modo l'histoire de Caïn et Abel qui est à peine déguisée. Et puis, alors sur la seconde moitié de l'album que j'ai pas encore lu, donc c'est plus John Buscema, mais ça reste quand même de qualité, avec principalement Russ Heath et Steve Gann au dessin. Et puis, alors, sur le tout dernier récit, le dessin, il est signé George Evans, et qui est ancré par Frank Springer, d'ailleurs. Et alors, cette histoire, c'est vraiment une curiosité, puisque elle met pas du tout en scène Khazar, mais elle met en scène Bobby Morse. C'est celle qui deviendra plus tard Mockingbird, et qui en fait a fait ses premières apparitions aux côtés de Khazar, et qu'on a ici dans sa toute première aventure en solo, sous le nom de la chasseresse. Alors en bonus dans cette édition, on a quelques planches originales, en fin de volume. Et puis, au tout début, on a une longue intro de Roy Thomas qui resitue bien tous les récits qu'on retrouve dans l'intégrale. Il les resitue dans le contexte de leur publication. Bref, pour les amoureux du beau dessin classique de John Buscema, et puis pour les amateurs de dinosaures, de charmantes jeunes filles en bikini aussi, et puis d'aventures dans la jungle, c'est une lecture très conseillée. L'intégrale Khazar 1974-1976 est donc sortie chez Panini, 352 pages, format 17 par 26 cm.
traduit par Benjamin Viette, au prix de 36 €. Des années 70, on passe à l'année 1990 avec le premier volume des Batman Chronicles pour cette année-là. Alors, celui-ci, je l'ai récupéré vendredi, et clairement, j'ai pas eu le temps de le lire, mais il y a quand même un ou deux récits dont je vais parler. Alors, déjà, côté sommaire, on a tous les épisodes de Batman de l'année 1990, soit quand même 15 épisodes. Alors c'est la période où, chez DC comme chez Marvel, certains titres passaient en bimensuel pendant 3 mois, et du coup, ça nous donne des épisodes en plus. On a aussi l'annual numéro 14, sur lequel je vais revenir. On a Detective Comics numéro 115, qui est en fait un crossover avec Batman 448 et 449. On a le graphic novel Bride of the Demon, et puis on a des extraits de Secret Origins. Et ça donne quand même une pavasse que je vous déconseille de vous faire tomber sur le pied. Quoique, vu la fragilité chronique de ces Chronicles, jeu de mots, en fait, non, ça risque quand même de lui faire plus de mal à lui qu'à vous. Alors, si on rentre vraiment très sommairement dans le détail, on a la suite et la fin du travail de Marv Wolfman sur la série, avec Jim Aparo au dessin. On a notamment un récit en 3 parties qui se déroule à Moscou. Alors on avait déjà eu, il y a quelques Chronicles de ça, le personnage de KG Beast, et cette fois on va rencontrer un de ses élèves, NKV Demon. Alors le NKVD, en gros, c'était la police politique à l'époque de l'URSS. Alors on a ensuite le crossover avec Detective Comics, un crossover qui lui met en scène le Pingouin. Et puis on a les 2 derniers épisodes écrits par Marv Wolfman, avec le retour du Joker, que on n'avait plus revu, je pense, depuis la mort de Jason Todd. Donc ça faisait presque 2 ans. Et puis on a l'annual numéro 14 par Andrew Elfer et Chris Sprouse, alors qui est vraiment un très bon récit, et qui revient en fait sur les origines de Double Face, et qui vraiment pour l'époque, constitue l'origine définitive du personnage. Et c'est vraiment un très bon récit qui va pas juste se focaliser sur le moment où Harvey Dent va être défiguré, mais qui reprend les choses bien en amont, et qui montre en fait comment le personnage va progressivement perdre pied. C'est vraiment très très bon. La construction de Helfer, elle est assez méticuleuse. Et puis, les planches de Chris Sprouse, même si, on peut quand même considérer ça comme une œuvre de jeunesse, et il fera encore mieux après, notamment sur Tom Strong avec Alan Moore, mais ça reste néanmoins d'un très bon niveau. Autres origines, celle de Batman, par Denny O'Neil et Dick Giordano. Alors, je me souviens pas avoir lu ce récit, je crois que je l'ai jamais lu, mais les planches de Giordano, elles sont quand même assez magnifiques, comme à peu près toujours avec lui, ceci dit. On a aussi un autre extrait de Secret Origins, qui est cette fois consacré à Dick Grayson, et alors là, c'est un petit peu surprenant, c'est un récit en prose, signé à nouveau Denny O'Neil, et illustré cette fois par Georges Pérez. Et puis, on passe ensuite au récit en 3 parties, Dark Knight, Dark City, par Peter Milligan et Kieron Dwyer. Alors, ça fait vraiment partie des premiers travaux de Milligan chez DC Comics. C'est à peu près à la même période qu'il lançait Shade Changing Man.
Et c'est un récit important. Alors je vais pas en dire trop pour pas spoiler, mais c'est dans ce récit qu'il est question pour la première fois de Barbatos, qui est une entité qu'on retrouvera beaucoup plus tard chez Grant Morrison, et puis qu'on a retrouvé tout récemment dans le Batman Nocturne de Ramsey. Et puis c'est aussi une histoire dont le grand vilain c'est le Sphinx, le Riddler en VO, sous la plume de Milligan, le Sphinx il va vraiment prendre un virage plus violent, plus sadique aussi dans son comportement, mais voilà, tout en conservant ses petits jeux et ses énigmes. Et justement, Milligan, il joue bien avec ce contraste entre le côté coloré et absurde du personnage, et puis la cruauté et la violence de ses actes. Et là, on est vraiment dans le grim and gritty de l'époque. Et puis ensuite, on a l'arrivée de Alan Grant au scénario. Alan Grant qui lui bossait jusque-là sur l'autre série Batman, sur Detective Comics, et qui arrive accompagné de Norm Breyfogle, et on a là leurs 3 premiers épisodes. Et puis, pour finir, on a le graphic novel Bride of the Demon, par Mike Barr et Tom Greenberg, qui fait suite en fait au Son of the Demon de 1988. Et puis, voilà pour ce rapide tour du propriétaire. Je désespère pas trouver le temps d'y revenir plus en détail un jour, mais pour l'instant, il faudra se contenter de ça. Batman Chronicles 1990, volume 1, publié par Urban Comics évidemment, fait donc 576 pages, format 17 par 26 cm. À la traduction, on trouve Jérôme Mulky, Yann Graff, Xavier Hanard et Thomas Davier, et son prix est de 40 €. Et on termine les nouveautés de la semaine avec Spectrograph, un récit complet, qui lui est signé James Tynion IV et Christian Ward. Alors, celui-ci, moins j'en dis et mieux c'est, parce que ce serait vraiment dommage de trop en dire. Donc, allez le dire et puis c'est tout. Non, bon, allez, quand même. Alors, comment dire ? Spectrograph, c'est une histoire de fantômes et de maisons hantées. Mais, c'est pas du fantastique, c'est pas du surnaturel, c'est de la science-fiction. En gros, Tynion, il revisite tous les tropes de ce type de récit, mais sous le prisme de la science-fiction. Alors, à mon avis, le meilleur résumé de la chose, on le trouve dans un des dialogues, en début de récit, donc là je spoile rien. C'est ce personnage qui dit... Non, c'est un petit peu plus loin. C'est là. Qui dit il n'y a jamais eu de fantôme, mais c'est bien dommage. Et l'objectif du personnage qui prononce ces paroles, c'est d'atteindre l'immortalité. Alors il pensait la trouver en perçant les secrets du monde des esprits, à travers l'ésotérisme, mais il a fini par en arriver à la conclusion que non, il n'y a pas de vie après la mort, et à partir de là, il va consacrer sa vie et sa fortune à créer cette vie après la mort, pour en gros s'assurer que son esprit survivra à la mort de son corps. Et pour espérer y arriver, il va faire construire une maison. C'est la maison dans laquelle va se dérouler l'essentiel du récit, et dans laquelle il va mener ses expériences pendant des années. Et les expériences en question, ainsi que leurs résultats du coup, on va les découvrir progressivement à travers le regard d'une agente immobilière qui s'appelle Janie, qui est chargée de faire visiter la maison à une jeune femme qui, elle, s'appelle Vesper. Et, il va se passer des trucs. Mais je peux pas en parler, parce que ce serait gâché. Ce
Ce que je peux dire, c'est que à travers cette histoire et ces personnages, James Tynion IV, il parle de vie et de mort, il parle du sens de la vie et de ce qu'on en fait. Est-ce que vivre, c'est passer sa vie à essayer de vaincre la mort, ou bien est-ce que vivre, c'est aussi accepter et prendre conscience que tout a une fin? Est-ce que vivre, c'est passer son temps à ressasser ses échecs? Est-ce que vivre, c'est passer ses dimanches à enregistrer des vidéos alors que dehors il fait beau et qu'on serait quand même vachement mieux à siroter des mojitos en terrasse? Et d'ailleurs, à ce propos, bon mais non, allez, je finis quand même avant. Spectrograph, c'est du très bon James Tynion IV. Il y a une vraie réflexion sur différents thèmes. Et dans le même temps, on a un jeu qui est vraiment intéressant avec les stéréotypes d'un genre. Le genre, grosso modo, des histoires de fantômes. Et du coup, c'est à la fois très intelligent et c'est extrêmement ludique. Côté dessin, alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je suis pas vraiment fan du travail de Christian Ward. Il y a un côté froid dans ses dessins, un côté artificiel. Je trouve que ces personnages manquent de chair, ils manquent de vie. Mais ceci dit, dans le cadre de cette histoire en particulier, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Je suis loin d'être admiratif de ses planches, mais je reconnais qu'il a quand même souvent des compositions intéressantes, par exemple ici. Et puis surtout, il sait créer des ambiances, et le fait est que ces ambiances, elles sont tout à fait dans le ton du récit, et elle lui apporte même pas mal, je trouve. Et ouais, dans ce cadre-là, ça marche. Mais encore une fois, de mon point de vue, c'est le récit de James Tynion IV qui, à mes yeux, fait toute la différence et qui fait de Spectrograph une lecture que je conseille fortement. En outre, comme d'habitude avec les titres Distillery publiés par Delcourt, le livre en lui-même, il est très beau, et puis on nous gratifie en fin de volume de quantité de variant cover que je vous laisse regarder rapidement. Et puis voilà. Spectrograph de James Tynion IV et Christian Ward est donc sorti chez Delcourt. 224 pages au format 22 par 29 cm. La traduction, elle est de Laurent Kessy et l'album est au prix de 25,50 €. On termine très vite avec les autres sorties de la semaine. Chez Panini, sortie de Chasm, ou plutôt Chasm, si on doit le prononcer correctement, et encore. Mais en fait, le mieux étant de ne pas le prononcer du tout. Alors, j'ai pas d'attache particulière au personnage de Ben Reilly, le clone de Spider-Man. Mais quand même, quand je vois ce que Marvel a réussi à en faire, ça me fait quand même de la peine pour lui. Sorti également du 3e et dernier tome du Captain America de J. Michael Straczynski. J'aurais qu'un mot, au revoir. Si vous n'avez pas eu votre dose de John Buscema avec l'intégrale Khazar, dans ce cas, n'hésitez pas à acheter un œil sur l'intégrale Thor 1975-1976. Là aussi, graphiquement, il y a de très belles choses. Et alors j'ai le souvenir de scénarios plutôt pas mal, notamment les épisodes avec Zarko et les Time Twisters. Ça m'avait assez marqué quand j'étais gamin. Et puis enfin, réédition de la toute première intégrale X-Men, avec les 8 premiers épisodes de la première série, signé évidemment Stan Lee et Jack Kirby. Chez Urban, sortie du dernier volume de Batman Nocturne, par Ramsey et pléthore de dessinateurs. Sortie également du 3e numéro de The One Hand and the Six Fingers. Et enfin, chez Vestron, je ne l'ai pas vu en librairie, mais devrait être sorti Evil Dead 2, Les Contes Cadavéreux, une anthologie qui réunit 6 histoires d'horreur. Voilà, c'est tout pour cette semaine, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi de temps en temps retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram ou avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.